Et voilà, je disais encore bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de nous recevoir dans ces deuxièmes jours où nous allons parler, où au fait nous sommes en train de parler de la gestion de projets data. Déjà hier, je vais juste essayer un peu de parcourir les slides rapidement sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit hier. Et puis à partir de ces slides, ici c'est les parties prenantes, je vais commencer la présentation. Espérons qu'on aura le temps de finir ces quelques slides et puis discuter ensemble. S'il y a des questions, prendre vos questions, vos préoccupations et nous allons évoluer ainsi. Très rapidement, laisse-moi mettre ça sous format présentation. Comme ça, je pense que vous voyez plus bien. Je disais donc, je peux te reprendre slide. Voilà. Je disais donc, bienvenue à cette formation sur la gestion de projets pour les data analysts. Dans cette formation, nous sommes en train d'apprendre comment, en tant que data analyst, on peut gérer un projet. Okay? On n'est pas là pour devenir des chefs de projet, mais comment comprendre au fait comment fonctionne le projet data. Et donc, notre but, comme je l'avais dit, c'est simple, c'est juste de vous aider à gérer vos projets d'analyse des données de manière professionnelle en utilisant des méthodologies modernes comme Agile, comme CRISP, DM et des outils de planification efficaces. Alors, pour ceux qui nous rejoignent encore pour la première fois, je suis Oscar Chanti, je suis ingénieur en informatique. Actuellement, je travaille comme data analyst, plus focalisé dans la formation des analystes des données. J'ai plus de 10 ans à partager avec les autres ce que j'ai appris dans le monde informatique. Et c'est pour moi vraiment un grand plaisir de voir actuellement, on est en train de partager avec les autres sur l'analyse des données. Déjà, on a formé plus de 10 000 personnes, que ce soit en présentiel et en ligne. On évolue comme ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, rejoignez les groupes Telegram et sachez bien que vous êtes dans une bonne communauté où vous allez acquérir des compétences sur l'analyse des données et pas juste l'analyse des données. Déjà, l'année prochaine, on va commencer avec soit le data engineering et puis, ou data science et puis nous parlerons de l'artificial intelligence. Donc, plusieurs choses que nous allons voir et c'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai appris les 10 dernières années. Alors, j'avais dit pourquoi cette formation, nous avions dit que la plupart des data analysts savent déjà analyser les données avec différents outils que nous avons couverts dans cette formation, ok? Que ce soit Excel, Power BI, SQL. La plupart des data analysts savent déjà analyser des données avec différents outils que nous sommes en train de voir. Mais la vérité est que peu savent gérer un projet de bout en bout, ok? Par exemple, comment clarifier une demande client, comment planifier les tâches, gérer les temps, comment collaborer avec d'autres équipes, comment s'assurer que les livrables final répondent vraiment aux besoins métiers. Donc, toutes ces questions-là, la plupart des data analystes ne savent pas. Et donc, cette formation est là pour combler ces vides. Et donc, dans cette formation, on est en train de voir comment penser, comment planifier et exécuter vos analyses comme un chef de projet. Comme vous le savez, à la fin de cette formation, il y aura toujours un certificat. Si jamais vous voulez avoir un certificat, ça, c'est à 27 $. Vous aurez juste à effectuer votre paiement et vous aurez le certificat à la fin de cette formation. Nous avions bien défini les objectifs dès le début, et les objectifs étaient d'aider les data analysts à structurer et piloter leurs projets d'analyse des données de la demande du client jusqu'à la livraison. OK? C'est tout ce qu'on avait dit hier. Si j'en reviens sur ce qui devrait être couvert, déjà, le premier jour, c'est que nous sommes en train de faire la suite de ce qui a été fait hier. Nous avions parlé de l'introduction à la gestion de projet, donc les bases, définir qu'est-ce qu'un projet d'analyse, comprendre les cycles de vie d'un projet. Et les deuxièmes jours, donc aujourd'hui, normalement, nous devons définir et apprendre à planifier un projet d'analyse des données. Mais comme hier, on n'a pas fini les points qui étaient restés là, ok, nous allons voir les rôles d'un data analyst dans ces projets. Nous allons voir les erreurs fréquentes de projets mal gérés et nous allons
finir par la présentation des principales méthodologies, notamment Agile, Waterfall et CRISP-DM. Ça, on pourra alors faire ça demain. Et après-demain, on pourra parler des méthodologies pour le projet data. Et là, on va aller approfondir sur chaque méthodologie. Surtout, on va se focaliser sur cette méthodologie qui est spécifique au projet data. Mais déjà, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu superficiellement pour que lorsque nous allons venir marteler sur ce point ici, sur la méthodologie du projet data, que vous ayez déjà une base. OK? Et puis, les 4e jours, on doit parler de l'exécution et du suivi d'un projet. Le 5e jour, on clôturera par des présentations et la création d'un portfolio. Comment, en fait, vous pouvez documenter un projet, soit pour votre CV ou pour votre profil LinkedIn. Voilà. Nous avons commencé par définir c'était quoi. Nous avons commencé par définir c'était quoi la gestion de projet. Je ne sais pas si mon écran est toujours disponible. Voilà. Nous avons commencé par définir c'était quoi un projet, parce qu'on ne peut pas apprendre la gestion de projet sans pour autant savoir ce qu'est un projet. Et nous avions dit, oh là là, voilà, là, je dois écrire à cette personne que je suis. Je m'excuse, je vous reviens. Voilà. Je pense que ça, c'est résolu. Ok, j'avais déjà, au fait, défini c'était quoi la gestion de projet. Et on avait retenu une définition qui était simplifiée pour un data analyst et qu'un projet, c'est juste un ensemble d'activités coordonnées pour transformer une idée ou un problème de données en une solution concrète, mesurable et utile. En d'autres termes, un projet, c'était juste égal à l'identification d'un problème. On s'est défini des objectifs clairs sur un temps qui est bien limité, avec des ressources bien définies et un résultat unique. L'ensemble de ça, c'est ça en fait un projet. Et nous avions dit que ça soit dans l'éducation, dans la construction, peu importe les domaines, là, c'est comme ça qu'un projet fonctionne. On commence par identifier les problèmes, on définit les objectifs clairs sur un temps limité, on définit les ressources clairement et à la fin, on doit avoir un résultat bien concret, bien unique. Et nous avons dit, pour un data analyst, les caractéristiques d'un projet étaient ce qui était là. Donc, un projet doit être temporaire, unique, progressif, avec des ressources limitées et des objectifs mesurables. Hier, on est allé vraiment en profondeur de chaque élément ici. Donc, si vous n'avez pas suivi la séance d'hier, elle a été mise sur YouTube. Vous pouvez juste regarder sur YouTube et vous allez avoir des explications nécessaires par rapport à tout ce qui a été dit. J'essaie d'aller un peu plus vite pour en fait couvrir les points qui ont été prévus pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait juste la petite récapitulation sur ce qui a été vu hier avant que nous puissions entamer la leçon d'aujourd'hui. Hier, nous avions longuement parlé des phases du cycle de vie d'un projet. Nous avions dit qu'un projet commence toujours par la conception, ok? Ou bien l'initiation.
Ici, on va identifier les besoins ou le problème qu'on veut résoudre. Après cela, on a la planification. Dans la planification, nous avions dit qu'ici, on va définir les objectifs, on va définir les livrables, on va définir les ressources et les délais. OK? Et puis, dans l'exécution, nous avons dit c'est là où alors les data analystes vont réaliser les tâches qui ont été planifiées. OK? Par exemple, le nettoyage, la visualisation et toute autre chose qu'on peut faire en tant que data analyst. Et après, c'est là on va passer au suivi et au contrôle. Ici, dans le suivi, au fait, on va vérifier l'avancement, la qualité et les écarts par rapport au plan qui a été défini dans la planification. Et enfin, on va, dans la dernière phase de clôture, on va présenter les résultats, obtenir la validation des décideurs et aussi documenter les leçons apprises. Voilà, nous avons parlé du rôle du data analyst dans un projet data. Et nous avons dit que dans chaque phase, les rôles d'un data analyst changent ou varient. OK? Lorsque nous sommes dans la phase d'initiation, les data analysts ont comme rôle d'aider à définir le problème à partir des données existantes. Et j'ai donné des exemples concrets ici. À la phase de planification, les data analysts vont identifier les données nécessaires, notamment à définir les indicateurs clés de performance qu'on appelle les KPI, et voire même proposer les outils qu'il va utiliser. OK? Et voire même définir le produit qu'il va utiliser. Dans la phase d'exécution, en fait, les data analysts vont alors exécuter, OK? Notamment collecter, nettoyer, transformer, analyser et visualiser les données. Dans la phase de suivi et contrôle, son rôle pourra être, disons, de mettre à jour les dashboards, vérifier la qualité et la cohérence des données, etc., etc. Et dans la dernière phase, c'est au fait présenter les insights, rédiger les rapports clairs, proposer des recommandations, documenter tout cela. Ce sont les rôles d'un data analyst en fonction de l'étape du projet. Hier, nous avions longuement parlé des principales missions. Là, vraiment, j'ai pris beaucoup de temps en train d'expliquer les différentes missions d'un data analyst. OK, comme vous pouvez le voir là, je ne vais pas encore aller dans les détails. Un data analyst a plusieurs missions, notamment de comprendre le besoin métier, de collecter les données et de les nettoyer, bien sûr, d'explorer et analyser les données, de créer des visualisations des tableaux de bord, de communiquer les résultats. Ça, c'est très important. Et aussi de documenter et partager les leçons apprises. Voilà, je pense que c'était ici où on s'était arrêté. Hier, on a essayé de prendre un cas d'une ONG où vous voulez mesurer l'impact de son programme de formation en 2024. Et certains d'entre vous ont donné ce qu'ils feraient comme data analyst, quelles sont les données qu'ils chercheront et comment ils présenteraient les résultats. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés hier. Et ce soir, nous allons parler des autres points, notamment les parties prenantes. Nous allons parler des différentes méthodologies, etc. Mais avant d'évoluer, sur ce qui a été fait hier, y a-t-il une question ou une préoccupation par rapport à ce qui a été dit hier? Je vois M. Alain qui demande s'il y a un replay. Oui, tout est enregistré, donc vous aurez les replays juste après. Ma question est de savoir par rapport à ce qui a été présenté jusque-là et ce que nous avions fait hier, y a-t-il une question, une préoccupation? Ou tout est OK? Bonsoir, M. Oscar. Bonsoir, M. Jack.
Oui, justement, par rapport à la question que vous venez de poser, moi, j'ai une petite question à poser concernant la phase de la conception même du projet. C'est-à-dire, je sais que la gestion de projet, c'est un ensemble de tout, c'est tellement vague. Et souvent, quand on parle de la conception, je pense même que c'est la base même de tout le projet. Et je voudrais savoir si vous pouvez aller un peu en détail pour nous montrer un peu étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches ou les activités à réaliser jusqu'à du début jusqu'à la fin de la phase de la conception même du projet. Voilà, c'est un peu ça ma préoccupation. Voilà. Je vais revenir, je pense, ici. Mais avant même de revenir là, voilà. Nous avons, par exemple, cet exemple sur lequel on a travaillé hier. Voilà le projet. Une ONG veut mesurer l'impact de son programme de formation en 2024. C'est ça la préoccupation. Oui. Une entreprise veut mesurer l'impact de son programme de formation en 2024. Comment vous allez répondre à ça? Et si je reviens un peu en arrière, j'avais dit qu'un projet a 5 phases. OK? Oui. 5 phases. Et dans les 5 phases, vous devez, bon, il y a plusieurs rôles, ok? Les data analystes aura plusieurs rôles dans les 5 phases là. Où est-ce que je parlais des rôles? Voilà. Nous avons la phase d'initiation, la phase de planification, la phase d'exécution, suivi et clôture. Dans la phase d'initiation, ok, la première phase, je ne sais pas mon slide là des phases d'initiation, voilà. Dans la phase de conception ici, nous avons dit qu'on va commencer par identifier le besoin ou le problème. Pour notre cas, c'est quoi, qu'est-ce que nous allons faire dans cette phase d'initiation? Voilà, le problème est là. Quel est le besoin ici? Le besoin, c'est de connaître l'impact de la formation de l'ONG sur ses apprenants, en fait. Voilà. J'ai dit, dans la phase d'initiation ou la première phase, on va commencer par identifier les besoins ou le problème. Et dans notre cas ici, on comprend qu'on veut mesurer l'impact. Donc, c'est mesurer en fait l'impact. De quoi? Du programme de formation. Sur quelle période? En 2024. On sait alors ce que nous allons faire. La deuxième chose, dans la deuxième phase, on a dit, on va alors planifier. On va définir les objectifs. On va définir les livrables. OK? On va définir les outils et les ressources qu'on va utiliser. OK? Quel est notre objectif ici, dans la deuxième phase de planification? Quel sera notre objectif? Quels seront les livrables qu'on va soumettre? Quelles sont les ressources que nous allons utiliser? Quels sont les programmes que nous allons utiliser pour mesurer l'impact des programmes de formation? Monsieur Jack, je ne sais pas si vous avez l'idée. Dans la deuxième phase de planification, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va passer la planification de l'ensemble des tâches qui vont nous amener vers le résultat qu'on attend en fait. OK. Si on essaie de se définir l'objectif, il faut que tout ce que nous allons faire au finish, l'ONG soit à mesure de voir l'impact de son programme. D'accord? Oui, oui, d'accord. Ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce qui sera livré?
Bon, Allons-nous livrer un fichier Excel, un dashboard Power BI ou tableau? Allons-nous faire juste un rapport sur ordre? Qu'est-ce qui sera livré? Qu'est-ce qui sera comme livrable ici? J'entends comme livrable le résultat, n'est-ce pas? Oui. Sous quel format? Bon, le format serait défini en amont, avant même, pas d'avance, même avant même de faire la planification, si je comprends bien. C'est ce que nous sommes en train de faire avec vous maintenant là. Je pense que le fichier dashboard ce serait beaucoup plus compréhensible en fait. Voilà. Donc, au finish, là, il faudra qu'on ait un dashboard qui montre vraiment l'impact du programme et c'est là sur l'année 2024. On pourrait voir mois par mois dans 2024, mais ce qui est plus nécessaire, c'est voir l'impact du programme de formation de cette ONG en 2024. Voilà. OK? Alors, vous avez identifié le besoin, vous avez défini les objectifs, vous savez déjà ce que vous allez livrer. Quelles sont les ressources que vous allez utiliser? Quel programme ou bien quel outil allez-vous utiliser pour avoir ces dashboards? Les outils, bon, je pense qu'il faut, par rapport aux outils, je ne sais pas par quel moyen il faut collecter les informations. Je ne sais pas si c'est par des questionnaires papier ou des questionnaires électroniques. Donc, il faut interroger, par exemple, les participants, ceux qui ont participé à la formation, histoire de collecter les informations avant même de les traiter. Et dans ces cas, vous aurez besoin de quoi et quoi et quoi? Bon, la question n'est pas claire dans ma tête. Alors, vous savez déjà le besoin de l'entreprise, c'est mesurer l'impact. Oui. Vous savez déjà, au finish, il vous faudra avoir un dashboard. Ma question, c'est de savoir quels sont les outils qui vont vous aider d'abord à avoir les données. Vous avez parlé de collecter les données. Quels sont les outils qui vont nous aider à collecter les données? Et quand les données seront collectées, comment on va les nettoyer avec quel outil? Et quand les données seront déjà nettoyées, on va alors présenter ça sous forme de dashboard avec quel outil? Je ne sais pas si là, ça devient plus clair. Oui, c'est un peu clair. Et au fait, pour avoir les données, il faut déjà même définir le moyen par lequel on veut avoir les informations. C'est ce que je disais tantôt. Si on décide par exemple d'avoir les informations par une enquête ou une réunion d'ensemble, ça c'est un moyen aussi de convoquer de convoquer les participants par exemple, histoire de discuter avec eux et prendre les informations directement. Soit on peut envoyer un questionnaire qu'ils remplissent, qu'ils envoient, soit on peut mettre en place un questionnaire électronique avec lesquels on peut même prendre data directement avec eux pour prendre les informations. Maintenant, quand les informations seront prises, il faut mettre en place une base de données. Et la base de données peut être nettoyée, par exemple, par le Excel. Et le nettoyage peut être fait également par Excel ou par Power BI et après passer à la visualisation. D'accord. Là, on était dans la phase de planification. Déjà, vous avez parlé d'Excel, vous avez parlé de Power BI, vous avez même parlé d'un outil qui va vous permettre de collecter les données. Là, on vient si je reviens ici sur mon slide, là, vous savez déjà le besoin, vous avez planifié les outils que vous allez utiliser, alors vous allez passer à l'exécution. À l'exécution, vous allez créer votre formulaire, soit sur Google Form, ou bien Kobo Toolbox, ou bien Microsoft Form. Interroger les participants. OK? Une fois les participants sont interrogés, récupérer les données et voilà. Je pense, si vous étiez là depuis le début et vous avez compris ce que nous avions fait, tout en suivant juste ces cycles, vous savez comment tout doit se passer. OK? Une fois que vous avez planifié ce que vous allez faire, il ne reste qu'à exécuter.
exécuter, donc aller rencontrer les gens qui ont été formés, essayer de leur poser des questions qui vont vraiment vous aider à mesurer l'impact. OK? Après cela, revenir faire les suivis. Est-ce que ce que vous êtes assigné comme objectif bien avant, ce que vous aviez atteint? Et enfin, vous allez clôturer les projets en présentant les résultats que vous êtes dit que vous allez présenter, notamment votre dashboard, comme vous l'avez dit. OK? Et puis documenter tout ce qui a été fait. Voilà comment les choses vont se passer. Je ne sais pas s'il y a une question ou une préoccupation ou un ajout là. Non, il n'y a pas une préoccupation en tant que telle. Sauf que de manière ramassée, j'ai juste compris que dans la phase de la conception, toutes les autres phases là sont englobées dans la conception, en fait. C'est-à-dire, tout part de la conception. Oui, oui, tout part. Au fait, tout part de la conception. OK? C'est parce que dans la conception, cette phase initiale, c'est là où vous définissez exactement les problèmes. Exactement. Je ne sais pas s'il y a... Hein. Oui, monsieur Jack, vous dites? Non, c'est bon, j'ai compris en fait. Voilà. Ah oui, monsieur Laki dit qu'il a une question. Monsieur Laki, vous avez la parole. D'accord, bonsoir coach et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, concernant la planification, vous avez parlé des outils de collecte des données. J'aimerais savoir, quand nous étions en deuxième année de l'université, dans le domaine de la statistique, on nous a donné un projet où on a utilisé le logiciel Sphinx. Je ne sais pas si vous connaissez Sphinx. Est-ce que là aussi, ce logiciel, on peut l'utiliser comme pour collecter nos données, non? Surtout quand les données sont faites sur feuille. Oui. Oui. Vous avez parlé, si vous comprenez, vous avez parlé des outils pour collecter les données. Vous avez parlé de Kobo Toolbox, vous avez parlé de Google Forms. Est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser Sphinx quelque part d'autre? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Laki. Oui, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Hein. Ce n'est pas juste les outils que j'ai cités qui peuvent être des outils qui vont vous aider à collecter vos données. On a plusieurs outils, plusieurs. Sphinx, je pense l'avoir utilisé en 2019 ou 2020, comme ça. Il y a à peu près 5 ou 6 ans que j'ai utilisé Sphinx. C'est un logiciel très facile, simple, qui vous aide à encoder vos données. Mais avec Sphinx, vous n'allez pas... Il faut que les questionnaires soient dans l'appareil de la personne qui est en train d'interroger. Mais imaginez, c'est plutôt un lien que vous voulez générer afin que les gens répondent directement directement sur les liens. Sphinx ne sera pas bien approprié par rapport à ça. Mais si c'est vous-même qui encodez les données, c'est votre appareil, soit téléphone ou bien tablette, là, ça sera important. Ce que je veux que vous voyez ici, oui, collecter les données, c'est important parce qu'on ne va pas analyser ce qui n'a pas été collecté. L'outil que vous utilisez n'a pas vraiment beaucoup d'impact. C'est plutôt les données que vous allez collecter, la qualité des données que vous allez collecter. Que vous utilisez Google Forms, que vous utilisez Microsoft Forms, que vous utilisez, je ne sais pas quel autre outil. Ce qui est important, c'est d'avoir les données qui vont répondre aux besoins ou aux problèmes que vous êtes fixés dans la phase de conception. Donc, tout dépend de vous. Utilisez tout ce que vous voulez comme outil pour collecter les données, mais l'essentiel est que les données que vous allez collecter soient en mesure de répondre aux besoins ou aux problèmes que vous êtes fixés dans la première phase, dans la phase initiale. Est-ce que c'est clair, monsieur Laki? Oui, c'est clair. Merci beaucoup, coach. D'accord. Et là, on est encore en train de parler d'une ONG. Imaginez que vous travaillez plutôt pour une entreprise commerciale ou bien une multinationale ou bien même une compagnie d'aviation. Ils veulent étudier la vie
des clients, ou bien disons, il veut voir quelles sont les destinations qui sont les plus fréquentées et qui leur génèrent assez de chiffres d'affaires dans les 5 dernières années. Monsieur Laki, comment pensez-vous vous allez collecter les données pour cette compagnie d'aviation? D'accord. Je pense que je vais utiliser le logiciel vu que j'aurai un certain nombre de données qui seront dans l'intervalle. Donc, je vais utiliser le Kobo Toolbox pour collecter ces données, vu que le but même, c'est de satisfaire les clients. Donc, vu que nous parlons de projet, on veut qu'on n'a pas de conception. Après, maintenant, comment je vais planifier mes questions, il faut voir quel logiciel utiliser. Donc, ça va dépendre ça va dépendre du volume de données que je veux avoir, en fait. Mais pour moi, je vais utiliser Google, je vais utiliser Kobo Toolbox. Ok. Ce que vous devez comprendre est que une compagnie d'aviation, ok, a déjà, disons, une base de données qui enregistre chaque fois quand un client commande, disons, un billet, ils enregistrent, OK, monsieur Jack veut quitter je sais pas, de Kinshasa vers Paris, ils enregistrent. Et chaque fois qu'un client passe une commande ou bien veut acheter un billet, les données sont collectées. Pourquoi allez-vous encore utiliser Kobo Toolbox alors que dans leur base de données, tout a été collecté déjà, tout a été renseigné? Bon, j'avais pas compris la question comme ça. Voilà pourquoi j'ai donné cette réponse. Je pensais que c'est nous-mêmes qui allons collecter les données et puis bon, travailler là-dessus. Voilà. Vous voyez que dans ces cas, on ne va pas utiliser Kobo Toolbox parce que les données seront déjà disponibles. Il faudra alors, disons, travailler avec des data engineers ou bien des gens qui ont accès à ces données pour vous donner la possibilité d'accéder et à répondre aux besoins. Je crois que si les données sont collectées à leur niveau, on va juste les extraire et puis travailler à notre niveau. Je pense une réponse pareille. Exactement. Donc, les entreprises se diffèrent, les projets se diffèrent et chaque projet ou bien chaque entreprise a sa façon de collecter les données. Et vous voyez, dans ces cas, ce n'est ni Sphinx, ni Kobo Toolbox, ni même Google Forms que vous allez utiliser. Les données auront déjà été collectées en amont. Au fur et à mesure que les clients achètent des billets, déjà les données sont collectées. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question avant que je n'évolue. Si vous avez la question, vous pouvez juste ouvrir votre microphone parce que ici, je ne sais pas comment Telegram permet de lever la main, soit appuyer là au milieu pour que vous puissiez intervenir. Voilà. Et je pense que je serai toujours en train de revenir et voir ce que vous aurez comme préoccupation. Bonsoir. Oui, monsieur Siaka. Ok, c'était juste pour un éclaircissement, comme vous avez parlé de la base des données, par exemple pour une compagnie d'aviation, ça c'est dans le monde des entreprises. En fait, moi j'évolue dans le contexte humanitaire, je suis suivi à la tête dans une ONG. En fait, concernant la durée de vie des données, on parle de 3 ans. Je ne sais pas, est-ce que la durée de vie pour les données dans le contexte des entreprises aussi, c'est pareil ou bien je ne sais pas s'il y a un changement à ce niveau. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je dois comprendre dans votre contexte, qu'est-ce que vous voulez attendre par durée de vie d'une donnée? Parce que, par exemple, pour une banque, ok, imaginons que je travaille pour une banque et que je vais je vais analyser, disons, les chiffres d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires de la banque les 10 dernières années. Si je vais étudier les 10 dernières années, j'aurai besoin des données des 10 dernières années. Mais quand vous me parlez des 3 ans, je dirais, de vie, des données des 3 ans, je ne sais pas qu'est-ce que cela sera en train de vouloir signifier. Au fait, ici, je suis dans le contexte d'une étude, au fait. Par exemple, si on veut mener une étude sur une thématique donnée,
Par exemple, souvent, on peut utiliser des données secondaires. Par exemple, d'autres organisations ayant travaillé dans le même secteur, on peut utiliser leurs données pour approfondir encore l'analyse, en plus des données que nous allons collecter. C'est un peu dans ce sens. Mais les cas que vous venez de signaler, là, quand même, ça dépend de la base des données disponibles. Voilà, je pense que vous avez répondu exactement à ça. Ça dépend de la base des données disponibles, ça dépend de la préoccupation, ou bien ça dépend de quand vous avez collecté vos données. Il y a des données, leurs validités sont vraiment... les données ont une validité plus ou moins longue. Par exemple, pour le cas de la banque là que je viens de vous dire, ok? Chaque donnée, chaque transaction que la personne effectue dans une banque, ça c'est déjà une donnée utile pour la banque. Si jamais ils voudraient tracer certaines transactions, ils vont fouiller dans leur base de données et voir, par exemple, 5 ans, qu'est-ce qui a été passé et puis comment les fonds ont été transférés. Et donc, pour ces cas, pour une banque, les données qui sont collectées ont une durée de vie qui est indéterminée. Mais disons, vous travaillez dans un projet médical où vous voulez analyser l'impact, disons, d'un traitement par rapport à un autre traitement. Et vous enquêtez les gens, vous enquêtez, disons, les enfants de 1 à 18 mois. Vous collectez les données. Aujourd'hui, nous sommes à, disons, novembre 2025. Rappelez-vous, vous avez collecté les données des enfants de 0 à 18 mois. Et vous tirez des conclusions, par exemple. Par exemple, le traitement a un impact, a un bon impact par rapport au traitement B. Et puis, encore après 5 ans, et là, vous aviez bien défini sur cette population que vous aviez collecté les données. Et puis après 5 ans, vous voulez encore dire que si cette population, bien si ces enfants qui avaient, il y a 5 dernières années, 0 à 18 mois, vous essayez encore disons, vous essayez d'appliquer un certain traitement. Pensez-vous que les conclusions que vous aviez quand ces enfants avaient entre 0 et 18 mois sera la même que quand ils ont, disons, après 5 ans? Normalement, l'âge de ces enfants, les âges auront changé. Leurs systèmes immunitaires auront changé. Et donc, les données que vous aviez les 5 dernières années ne seront pas fiables pour prendre certaines décisions après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. C'est bon. Donc, c'est un peu complexe. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher. Est-ce que les données que vous allez collecter ou que vous allez utiliser vont répondre vraiment aux besoins? Et chaque fois quand on définit un problème, on doit bien spécifier les timings sur lesquels nous allons travailler. Voilà. Il y a une question. Je vis, il y a une autre personne qui voulait. Si vous avez aussi... oui. Monsieur Pabouer, vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup, coach. J'allais juste renchérir ce que notre frère, c'est encore le frère Isiaka, je crois. Oui, ouais. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais, ce qu'il venait de dire, parce qu'on peut utiliser des données secondaires, des gens peut-être qui ont collecté les données avant nous, mais nous sommes dans le même domaine. Alors, quand l'exemple que vous venez de donner, c'est un bon exemple. Que les données qu'on a collectées 5 ans avant ne seront plus peut-être, n'aura plus la même valeur 5 ans après. L'exemple que vous venez de donner sur l'étude d'impact, je ne sais pas, d'un médicament, soit d'un traitement. C'est pourquoi
Quand on utilise des données, des données secondaires, on parle de l'actualisation. Nous utilisons des données que les gens ont collectées il y a 5 ans. Ça n'a plus la même valeur, mais on pourra encore l'actualiser. L'actualiser pour essayer de tirer ce que nous voulons pour notre analyse. Donc, c'est ce que j'allais un peu renchérir par rapport à notre frère Ishaka quand il a parlé des données secondaires. Puisque beaucoup d'organisations collectent des données. Vous pouvez avoir un problème. Vous voulez peut-être définir un impact par rapport à notre sujet dont nous sommes en train de parler. Mais il y a eu déjà une ONG qui a travaillé sur ça, qui a déjà collecté les données, qui ont réalisé la même étude par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors, par manque de données, vous pouvez contacter cette ONG-là qui vous donne leur base de données qu'ils ont utilisée et puis vous allez maintenant voir leur base de données, comment elle se présente. Et par rapport à votre besoin, vous pouvez l'actualiser et effectuer vos analyses pour mesurer votre impact. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Pabonheur, pour votre contribution et votre ajout. Je pense que, je sais pas, j'ai prévu ça quelque part. J'essaie d'aller un peu vite pour vous montrer quelque chose. En fait, ce soir, en fait, nous allons aussi parler de méthodologie. Je saute juste pour vous montrer quelque chose et puis revenir là où nous étions. Il y a ce qu'on appelle des méthodologies qui vont nous aider à gérer nos projets. OK? On a plusieurs méthodologies. On a par exemple la méthodologie Agile, Waterflow, on a CrystDM, très utilisé pour l'analyse des données ou le machine learning. Ces méthodologies sont vraiment différentes. OK? Et Waterfall, en fait, il y a un cycle construit. Hein. Vous allez voir, ça ressemble à un cycle comme le V. Donc, si on finit quelque chose, si on finit une étape, on passe à l'autre étape, on passe à l'autre étape. Et donc, on ne va pas revenir sur ce qui a été passé. Mais il arrive des fois, nous avons des projets où chaque fois, nous serons en train de revenir, évaluer, faire faire des actualisations, comme l'ami l'a dit. Et donc, là, on va utiliser une autre méthodologie qu'on appelle souvent agile. Donc, on sera en train de travailler sur des sprints, on fait des déploiements, des tests, et puis on repasse. Donc, vous allez voir, c'est comme si on est en train d'avancer, mais c'est comme on est en train de faire, comment je dirais, là. Donc, remarquez que je suis en train d'avancer. J'ai quitté le plan, j'ai design, j'ai déploie, j'ai fait les tests, j'ai fait les reviews, je lance. OK? Je suis en train d'avancer, mais je suis en train de faire des sprints. J'avance avec les sprints. Donc, on peut avoir collecté les données, mais au fur et à mesure qu'on avance, on retrouve que, disons, les données là sont déjà updated, ne sont pas vraiment à jour. On va revenir, mettre à jour et puis évoluer dans notre projet. Je pense que quand j'arriverai là, vous allez comprendre concrètement qu'est-ce que je voulais dire par là. Mais ça va vraiment dépendre de la méthodologie. Pour chaque projet, il y aura une méthodologie bien définie que vous devez adopter pour pouvoir gérer votre projet. Il y a des projets qu'il faut juste aller, vous finissez, vous avancez. Il y a d'autres projets, même si vous avez avancé, il faut chaque fois revenir un peu en arrière pour vous mettre à jour par rapport aux nouvelles données que vous avez, etc., etc. J'espère bien que c'est clair. J'aimerais maintenant que nous parlions un peu des parties prenantes. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés. Hier, nous sommes arrêtés sur cet exercice. Et puis, ça nous prend encore un peu de temps avant que nous n'avancions. Question de répondre aux préoccupations des amis. Nous allons parler de parties prenantes et aussi nous allons parler de ce que je vais vous montrer là tantôt, différentes méthodologies. Et ce sera la fin pour ce soir.
Quand il s'agit de parler des parties prenantes, je ne sais pas si même vous comprenez c'est quoi les parties prenantes ou bien les stakeholders. Deux fois, quand on fait l'analyse des données ou bien la gestion d'un projet d'analyse des données, vous allez remarquer que souvent le projet ne bug pas à cause, n'échoue pas à cause d'un bug dans Excel, par exemple, mais parce que les humains n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il y a un décideur qui voulait avoir ça et puis le data analyst a fait ceci. J'aimerais que nous réfléchissions un peu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous, okay, qui a déjà travaillé sur un projet où tout semblait techniquement bien, mais à la fin, les clients ou l'employé ou bien le boss n'a pas été satisfait. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà travaillé sur un projet où tout semblait bien au départ, techniquement, mais à la fin, quand il s'agissait de présenter les résultats, le boss ou le client ou l'entreprise n'a pas été satisfait. S'il y a quelqu'un, j'aimerais avoir votre idée, comment c'était passé. Vous n'avez pas à donner des noms de votre boîte ou de votre entreprise ou bien de votre client, mais juste comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que ma question est claire? La question elle est claire. Donc, au fait, moi, à mon niveau, ce n'est pas, je dois dire, je suis actuellement sur un projet comme ça où, dès le début, et tout semblait être bien, en fait. Le projet consistait à mettre en place une base de données et une société qui gère, et comment on appelle-t-on, les énergies électriques. Ils voudraient avoir une base de données par rapport à les acquis, à leurs actifs, notamment les poteaux, les pots de transformation, et tous leurs équipements, en fait. Mais le constat que moi j'ai fait, c'est un problème de communication à la base. Je ne sais pas si quand ils ont lancé l'appel d'offres et qu'on a postulé et qu'on a pris le marché, il n'y avait pas certaines demandes n'ont pas été clairement définies à la base. Puisque quand les travaux ont commencé, le client revient toujours avec certaines demandes, il est toujours insatisfait par rapport à certains trucs qu'il voit. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a toujours ce retour-là pour qu'on puisse retoucher les catalogues de base de données qu'on a mis en place. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il est toujours insatisfait. Jusqu'à présent, à ce jour où je suis en train de parler, on est toujours sur ça. Peut-être aujourd'hui, on dit de faire ci, on le fait demain, on revient avec une autre demande, ou soit on retourne carrément sur ce qu'on avait demandé dès le départ. Donc, c'est sur ces va-et-vient-là, c'est sur ça qu'on est jusqu'à présent. Et jusqu'alors là même, je ne suis même pas sûr qu'il y a un modèle qui a été clairement adopté de façon collégiale pour qu'on puisse avancer et envoyer le débat qu'ils attendent en fait. Donc c'est justement sur ça qu'on est actuellement. D'accord. Merci beaucoup, M. Jack, pour votre intervention. Ce que vous venez de comprendre là est que souvent le problème n'est pas les chiffres, n'est pas Excel, n'est pas Power BI, n'est pas tous les outils qu'on apprend là. Mais personnellement, ça, je peux appeler une mauvaise gestion de parties prenantes. Okay? Et vous aviez souligné, les choses n'ont pas été bien définies. Okay? Les besoins n'ont pas été bien définis. Donc, il n'y a pas vraiment une bonne communication qui a été faite au début. Pour ceux qui se demandent encore c'est quoi une partie prenante, en fait, une partie prenante ou stakeholder, comme on le dit en anglais, c'est toute personne ou groupe qui influence ou est affecté par le projet. OK? C'est toute personne ou groupe qui influence ou est affecté par le projet. Et cela peut inclure ceux qui décident, ceux qui exécutent, ceux qui utilisent les résultats finaux et même ceux qui observent
de long, mais ont un impact indirect. Prenons par exemple dans un projet Power BI pour une entreprise de logistique. OK? Donnons un exemple concret là. Quelles seront les parties prenantes? Normalement, il y aura plusieurs. On pourrait citer le directeur général qui veut avoir une vue globale des performances de cette entreprise de logistique. Il y a par exemple le chef des opérations qui veut suivre les livraisons. Il y a les data analysts qui va créer les dashboards. Il y a les développeurs IT qui va gérer la base de données. Et les clients finaux ou utilisateurs qui bénéficieront des décisions prises à partir de ces données. Et déjà là, dans cette entreprise, voilà plusieurs parties prenantes. J'ai dit une partie prenante, c'est toute personne ou groupe qui influence ou est affecté par le projet. Ceux qui influencent et ceux qui sont affectés. OK? Ceux qui peuvent décider, exécuter, utiliser ou même les observateurs. Et les data analysts doivent vraiment comprendre, mais dans la gestion des projets, vous devez comprendre ou bien savoir comment communiquer avec toutes les parties prenantes ou bien les stakeholders qui vont intervenir dans votre projet. Laissez-moi vous parler des catégories des parties prenantes. En fait, on a plusieurs catégories et ils ont différentes positions par rapport d'un projet à un autre. On peut avoir, par exemple, on peut avoir, disons, plusieurs catégories. Par exemple, la catégorie interne, en fait, des parties prenantes qui sont internes à l'organisation. Il y a des parties prenantes qui sont externes à l'organisation. On peut avoir la catégorie de parties prenantes qui est principale et d'autres secondaires. Quand je parle d'interne, en fait, c'est ceux qui travaillent directement dans l'organisation. Et là, on peut voir, par exemple, les chefs de projet, les data analysts, l'équipe IT, marketing et consorts, tous ceux qui sont internes à l'organisation. On peut avoir une autre catégorie des parties prenantes qui est externe. OK? Donc, ce qui appartient à une autre entité en dehors de l'organisation. Et là, on peut avoir, par exemple, les clients, les partenaires, les fournisseurs. Et la catégorie principale, en fait, c'est ceux qui sont directement impactés par le projet. OK? Là, je peux citer, par exemple, le manager marketing ou bien tout celui qui utilisera les dashboards que vous allez faire. Et dans la partie secondaire, c'est au fait tous ceux qui seront impactés de manière indirecte par le projet. Je peux, par exemple, dire les ressources humaines, les services de communication, les partenaires externes et bien plus. J'ai entendu monsieur Jack donner un exemple là de son cas. Selon tout ce que je viens de dire là par rapport aux catégories des parties prenantes, comment pouvez-vous citer, est-ce que vous pouvez nous citer au fait quelques personnes que vous pouvez considérer dans votre projet comme des parties prenantes? Oui, dans ce projet, moi, je peux même considérer d'ailleurs même le coordonnateur ou bien le chef de mission même comme l'un des membres des parties prenantes internes même du projet. Mm-hmm. Parce qu'il y a toute une équipe qui D'accord. Oui, il y a M. Alex. Il y a quelqu'un qui a interrompu. Monsieur Alex, vous voulez intervenir? Ok, donc je disais tantôt, à mon niveau, moi je pourrais considérer le chef de mission parce que selon l'organigramme vertical, c'est le chef de mission. Bon, il y a le directeur de projet qui est là et en dessous du directeur du projet, il y a le chef de mission qui est là.
Maintenant, on y a en dessous également du chef de mission, il y a également ce que nous appelons les superviseurs et les acteurs directs du terrain, ceux qui vont sur le terrain pour prendre les informations. Donc, ceux-là, moi, je peux les considérer comme les acteurs internes ou les parties prenantes internes même du projet. Donc, c'est la réponse que je vois. Voilà. Merci beaucoup, M. Jack. OK. Merci beaucoup, M. Jack. Et même le rôle que vous aviez occupé là nous amène même à parler du pouvoir, influence des parties prenantes ou bien des stakeholders dans un projet. Parce que la vérité est que tous les stakeholders ou bien toutes les parties prenantes ne pèsent pas le même poids. Okay? Certains décident, d'autres influencent, d'autres subissent. Je pense là, je peux vous montrer la matrice pouvoir-intérêt qu'on appelle souvent en anglais Power Interest Grid. OK? Ce que je disais ici, tous les stakeholders ne pèsent pas le même poids. Certains peuvent décider, d'autres vont influencer et d'autres vont même subir. OK? Et là, j'ai un tableau, j'aimerais qu'on se focus un peu sur ça. Comment je peux enlever d'abord ça ici? J'aimerais qu'on se focus sur ça. Voilà. Laisse-moi partir avec ça. OK. Vous allez voir ici, j'ai mis différents pouvoirs. Il y a ceux qui ont un pouvoir élevé et intérêt élevé, pouvoir élevé mais l'intérêt faible, pouvoir faible mais intérêt élevé et pouvoir faible et intérêt faible. Comment on va se comporter ou bien comment on peut répartir différentes parties prenantes dans cette matrice. Et ou bien comment on peut gérer tout cela. Donc, lorsque une partie prenante a un pouvoir qui est élevé et un intérêt qui est élevé, on va se comporter avec, on va faire en fait la gestion étroite. OK? Et la stratégie à adopter, c'est les considérer comme les décideurs clés, donc les DG, les chefs de projet. Quand plutôt on a le pouvoir élevé mais l'intérêt faible, nous allons juste chercher à les satisfaire. Et là, on peut citer les sponsors du projet, la direction IT. Lorsque on a le pouvoir qui est faible mais l'intérêt est élevé, donc là, on va chercher à informer régulièrement. Et très souvent, ce sont les utilisateurs finaux. Et lorsque on a le pouvoir qui est faible, intérêt faible, on n'a qu'à surveiller. Et là, on peut avoir le public ou bien des partenaires secondaires. Disons, par exemple, dans un projet d'analyse des ventes, le directeur commercial va occuper le pouvoir fort, OK? Alors que le responsable IT sera ici. On cherchera à les satisfaire. Les commerciants qui sont sur terrain, on cherchera à les informer régulièrement. Et par exemple, tous les services juridiques qui ont un faible pouvoir et un intérêt faible, on essaiera de surveiller tout ce qu'on fait pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise dans notre projet. Comment un analyste des données va gérer toutes les parties prenantes là que nous avons citées? Je vous ai mis là 5 principes clés que vous devez retenir sur la gestion de parties prenantes. La première chose, c'est l'écoute active. OK? Ici, il ne faut pas supposer
ce que les clients veulent. Il faut vraiment poser des questions, demander, comprendre, reformuler même la question pour vous rassurer que vous avez bien compris. Parce que si les clients n'est pas bien écouté, si vous ne partez pas sur de bonnes bases, tout ce que vous ferez, vous allez faire comme ce que je vous ai dit hier. J'ai travaillé sur un projet pendant 3 jours en train de vouloir faire des jolis graphiques, des jolis tableaux de bord. Alors que ce qu'on voulait, c'était juste un tableau qui répartissait à la liste des clients dans l'entreprise. Avec juste une fonction unique sur Excel, je pourrais directement résoudre le problème. Alors que quand moi, j'avais réussi le projet, je n'avais pas posé trop de questions. J'ai dit, ça, c'est pas bien qu'il doit faire. Et certains d'entre vous, lorsque je travaille avec eux sur leur projet, ils me disent, Oscar, est-ce que tu peux m'aider à faire certaines choses sur Power BI? Et quand je discute avec eux, après qu'on ait, disons, même passé 1 heure en train de travailler sur un dashboard, au finish, on comprend que ce n'est pas exactement les dashboards qu'on cherche. C'est plutôt juste un petit fichier Excel qu'on cherche. Donc, avec les parties prenantes, il faut vraiment écouter chaque partie. Qu'est-ce que vos collaborateurs, vos stakeholders ont réellement besoin. Et donc, avant vraiment de construire, disons, un dashboard, demandez, qu'est-ce que vous aimeriez voir en priorité? Est-ce que c'est la performance globale? Est-ce que c'est la comparaison par rapport à une région? Écoute active, c'est très, très important. Le deuxième principe clé, c'est la communication claire et adaptée. Comme vous aviez vu ici, on a plusieurs stakeholders, on a plusieurs catégories de parties prenantes. Ceux qui sont internes, externes, principales, secondaires. Et chaque stakeholder ici a son langage. OK? Un DG, par exemple, va vouloir des résumés stratégiques. Un manager va vouloir, par exemple, des KPI qui sont clairs. Un collègue technique peut, disons, vouloir voir les détails sur les sources de vos données. Et chez moi, j'ai une règle d'or, c'est de parler à chacun selon son mode. Son monde, autant pour moi. Parler à chacun selon son monde. S'il s'agit d'un DG, parler au DG comme un DG. S'il s'agit d'un collègue, parler au collègue comme un collègue. Donc, la communication doit être claire et adaptée à chaque partie prenante. Un autre principe clé, c'est la transparence sur le limite. En fait, les data analystes doivent savoir dire, par exemple, voici ce que montrent les données et voici ce qui ne permettent pas de conclure. Donc, on doit avoir la transparence sur ces limites. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas montrer, disons, les limites de ce que les données qu'ils ont peuvent faire. Ils veulent vraiment faire, même dire aux données ce qu'elles ne disent pas. Pour, disons, vouloir impressionner l'entreprise ou bien impressionner les clients. Personnellement, je trouve ça, c'est se mettre dans la merde. Mais plutôt, si vous avez une communication, si vous utilisez la transparence sur le limite que vous avez par rapport aux données, cela marque au fait de maturité professionnelle. Le quatrième principe clé, c'est la collaboration continue. On a plusieurs parties prenantes. Il faut les impliquer dès le début. Pendant la définition du besoin, pendant les tests du dashboard et à la livraison finale. La vérité est que celui qu'on implique dans la création ne critiquera pas la solution. Même en politique, ceux qui travaillent en politique ne critiquent pas trop les gouvernements.
Mais ceux qui critiquent, ce sont les gens qui ne sont pas dans le gouvernement. Et vous faites la collaboration qui est continue. Impliquez toutes les parties prenantes dans ce que vous faites. Et c'est là, dès le début. Parce que c'est lui, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qu'on implique dans la création de quelque chose, ne critiquera pas la solution finale que vous avez. Et enfin, le dernier principe ou bien le dernier élément clé pour bien communiquer ou bien pour bien gérer les parties prenantes, c'est de gérer les conflits internes. Des fois, il peut y avoir des attentes qui sont contradictoires. Disons, le marketing veut plus de visibilité alors que la finance veut réduire les coûts. Les DG veulent aller plus vite. La solution, c'est de toujours revenir à l'objectif du projet et aux données. Revenir toujours à l'objectif et aux données. C'est pourquoi j'ai dit, dans un cycle d'un projet, la première chose, c'est de définir le besoin ou le problème qu'on veut résoudre. Voilà, laisse-moi aller plus vite, les temps avancent. Parlons un peu des outils pour cartographier les parties prenantes. Je pense avoir déjà parlé de ces slides ici. Voilà, donc je vais passer. Les rôles du data analyst avec les stakeholders. OK. Je pense à ça aussi, j'avais parlé de ça l'autre fois. Donc, tout ce que vous devez savoir est que les data analysts, c'est juste quelqu'un qui va traduire les données en des décisions claires. Donc, c'est les traducteurs entre les données et les humains. Aider les humains à prendre des décisions éclairées au travers des données. Et donc, il doit écouter les besoins, transformer les demandes en solutions analytiques, éduquer les stakeholders sur la lecture des données et contribuer à l'alignement entre technique et stratégie. Normalement, on devrait faire un petit exercice, mais oui, je vous écoute. Concernant le paragraphe que vous venez d'aborder, je me demandais si est-ce que c'est parce que les gens s'y prennent un peu mal qu'il y a des problèmes ou des dérapages. Parce que quand je prends l'exemple des chantiers dans le bâtiment, par exemple, il y a un appel d'offres. En plus, une fois que l'appel d'offres, il y a un cahier des charges. Le cahier des charges, disons que c'est la Bible, c'est-à-dire que ce sont les points sur lesquels on doit s'en tenir. Et régulièrement, quand le chantier commence, il y a des réunions toutes les semaines. Et l'architecte, on appelle ça, et tout le monde, le chef de chantier, le maître d'œuvre, tout le monde se réunit et on parle de chaque point. Et après ces réunions, il y a toujours des éléments écrits pour ne pas que quelqu'un dise qu'il a compris de cette façon ou d'une autre façon. Et on se réfère toujours sur le document écrit. C'est aussi pareil pour le domaine informatique. Donc, quand les gens se réunissent régulièrement par semaine sur des projets et que on essaie de voir l'état d'avancement d'un projet, après chaque réunion, il y a toujours des écrits pour savoir ce que le client veut et comment les gens doivent diriger les choses et qu'est-ce que le chef de l'équipe, quels sont les ordres qu'il donne à chaque membre d'équipe. Et c'est comme ça que les gens travaillent. Mais si les gens travaillent sur des projets et ne prennent pas les écrits ne mettent pas par écrit pour ce que le client veut, à chaque étape, à chaque rencontre, mais après, ça va aller dans tous les sens. Le client peut venir plus tard pour dire non, je voulais que ce soit du rouge, vous avez fait du vert, non, je veux que ça soit vert et vous avez fait du violet.
Et voilà. Quelle que soit même la force du stakeholder qui a le plus d'influence, quand il dit quelque chose, on ne le met pas écrit. Et après, après 2 semaines ou quelques jours dans l'avancement du projet, il ne pourra pas venir dire, ah, j'ai dit ça et vous avez fait autre chose. Il peut tout au plus demander, bon, j'aimerais faire une rectification. Et on fera la rectification, mais il va payer. Et puis on continue. On ne va pas s'énerver contre lui parce que c'est lui qui paye. Et dans le groupe, le chef d'équipe, il dira quelque chose et les membres du groupe, ils vont suivre ce que le chef d'équipe a dit par rapport à ce qui est écrit. Et donc, il faut que les gens aussi apprennent à travailler à partir d'un cahier des charges. Et dans le cahier des charges, quand tu travailles et que tu ne comprends pas quelque chose, tu te réfères toujours à ton cahier des charges, quoi, pour savoir si tu es dans le vrai ou pas. C'est un peu comme à l'école en philosophie, on donne un sujet au bout de 2 heures et tu reviens, tu écris plein de 3 pages, 5 pages et le professeur, à la fin, il te dit, tu as fait hors sujet. Et c'est pareil. Voilà. C'est exactement ça, Monsieur Loth. C'est que même la gestion de projet. Parce que la vérité est qu'il y aura toujours des dérives. Au fur et à mesure que vous évoluez, il y aura des dérives. Mais qu'est-ce qui sera votre repère? Votre repère sera dans la phase d'initiation, les cahiers des charges ou bien le problème que vous êtes fixé ou bien assigné de résoudre ou bien la solution que vous voulez apporter au fait. OK? Voilà. Merci beaucoup pour votre Coach. ajout. Oui, Monsieur Bonheur. Ouais, s'il vous plaît, coach. Notre collègue vient de soulever vraiment un point important pour tout data analyst sur les cahiers des charges. Alors, je ne sais pas par rapport à votre planification, vu les temps aussi, qu'on a que juste 5 jours, je crois. Si vous pouvez même trouver quand même un peu de temps pour parler de ça, du cahier des charges d'un data analyst. Ça serait aussi une bonne chose, ça va beaucoup nous aider à gérer nos projets. Merci, coach. D'accord. Je pense on verra plusieurs outils pour. Oui, ça je ne manquerai pas. C'est bien prévu même et pas même juste les cahiers des charges, mais les cahiers des suivis, les diagrammes de suivi de chaque chose que vous aviez prévu faire dans votre projet. OK? Là, on est encore en train de parler théoriquement, mais je pense déjà à partir après-demain, j'ai dit, on commencera à faire, on ira sur des sites comme Asana, comme plusieurs autres outils et essayer de faire des choses pratiquement. Comment ça se fait? Comment on rédige même les cahiers des charges? Ou bien, c'est quoi les cahiers des charges? Il y a certains d'entre nous, quand on parle des cahiers des charges, je sais pas ce que vous pensez à quoi, mais je pense que nous pourrions y revenir. Déjà, comme promis, à partir de jeudi, on aura à faire de pratique et donc on pourra même, je pourrais aussi vous montrer comment on fait un cahier des charges en tant que data analyst. Et même vous pouvez aller sur ChatGPT, poser cette question, comment on rédige un cahier des charges et venir partager dans le groupe. Voilà. Et aussi, j'apprécie cette formation. Ce n'est pas moi seul qui intervient. C'est tout le monde qui contribue dans la matière. J'aimerais que vous notiez cette phrase importante. La réussite d'un projet ne dépend pas seulement de la qualité de tes données, mais aussi de la qualité de tes relations. Nous avons dit que dans un projet, il y a plusieurs parties prenantes et on doit savoir communiquer avec eux. Les niveaux n'est pas le même et vous devez savoir comment vous comporter avec toutes les parties. Hein. Comment vous allez gérer la communication. On a parlé de stratégie de communication, l'intérêt, le pouvoir. Et donc, tout cela, c'est important à savoir. Le point 5,
on doit parler des livrables. Et puis le point 6, c'est là où alors on va parler des méthodologies. Il ne nous reste que 15 minutes. Les temps vraiment en train de défiler. Mais la vérité est que si nous ne finissons pas, parce que la gestion de projet pour un data analyst, c'est important. Si nous ne finissons pas cette semaine, on pourrait ajouter 1 ou 2 jours pour vraiment couvrir tout ce qui a été prévu. Parce que je ne sais pas encore si cette année, on aura le temps de revenir sur ce qui a été et entre d'être dit. Et donc, on pourra ajouter 1 ou 2 jours. On décidera tous ensemble par rapport à ce qui a été prévu et ce que nous aurons à livrer. Parlons rapidement des livrables d'un projet data. OK? Commençons par définir c'est quoi en fait un livrable. Un livrable, c'est tout résultat concret que les projets produisent et qui est remis à un destinataire. C'est ça ce qu'on appelle un livrable. Ça peut être soit un document, ça peut être soit un tableau de bord, ça peut être soit un rapport, soit ça peut être, disons, tout ce que vous pouvez produire et que vous allez remettre au destinataire. C'est tout résultat concret que vous allez produire et remettre au destinataire. Et donc, si personne ne peut pas l'utiliser ou le comprendre, donc ce n'est pas un livrable. Et il y a plusieurs types de livrables dans un projet data. On a par exemple les rapports analytiques. En fait, c'est un document qui est détaillé, qui présente les résultats ainsi que leurs interprétations. Imaginons que vous faites un rapport Excel sur le vente trimestriel d'une année quelconque. Ça, c'est un livrable. On a par exemple les dashboards de visualisation. Ok? En fait, ce sont des interfaces visuelles interactives qu'on a appris à faire sur Tableau et Power BI. Ça aussi, ça peut être un livrable. On a par exemple les indicateurs clés de performance ou bien les indicateurs qui vont mesurer les clés permettant de suivre des objectifs. Ça aussi, ça peut être un livrable. On a par exemple des modèles statistiques ou prédictifs, des modèles qui vont nous permettre de prévoir ou de simuler certains résultats. La documentation technique, disons une fiche technique qui va expliquer la structure des données, les calculs, les transformations, ça pourra être sous format web. On pourra même faire un livrable comme une présentation exécutive, des slides simplifiés que vous allez présenter aux décideurs. Et ce que vous allez remarquer ici est qu'on peut avoir plusieurs formats, soit sur le format Word, sur le format PDF, sous le format dashboard, sur Power BI ou sur Tableau, etc., etc. Quelles sont les règles d'or pour créer des livrables efficaces? La première chose, c'est de connaître son destinataire. Donc, vous devez adapter votre livrable selon les profils. Si c'est un PDG, si c'est un manager, vous devez vraiment connaître à qui vous allez livrer et savoir quel format sera utile au destinataire. Deuxième règle d'or, c'est la clarté et la concision. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est graphique complexe qui demande un manuel pour être compris. La troisième chose, c'est la pertinence des indicateurs. Donc, vous devez faire en sorte que chaque indicateur clé de performance, chaque KPI, qu'il réponde à une question précise. Que veut voir votre partie prenante? La quatrième règle d'or, c'est la fiabilité et la qualité des données. En fait, un livrable est inutile s'il contient des erreurs ou des données obsolètes. Donc, la règle d'or est que votre livrable doit être fiable avec des données de qualité. Et enfin, il faut documenter les hypothèses. Il faut expliquer comment les calculs ont été faits, quelles données ont été utilisées et quelles limites existent.
Voilà, les temps avancent. Parlons de comment on peut planifier ces livrables dans un projet. La première chose, comme je l'ai toujours dit, c'est identifier les parties prenantes ou les stakeholders qu'on a vu au point 4. Il faut lister leurs besoins spécifiques, définir les livrables qui correspondent. Est-ce qu'il s'agit d'une présentation PowerPoint? Est-ce qu'il s'agit d'un document Word? Est-ce qu'il s'agit de... Donc, vous définissez les livrables qui correspondent aux stakeholders. Et puis, attribuer les deadlines et les formats. Et enfin, valider régulièrement avec les parties prenantes pour ajuster. OK? Revenir et demander ce que votre partie prenante veut avoir. Et là, vous serez en train de faire un bon travail en tant que data analyst. Ce n'est pas juste créer des tableaux de bord, c'est au fait apporter de la valeur. Là, il y a un exercice que je prévis. Vraiment, les temps avancent tellement. Je sais pas, ça on peut faire rapidement. Nous avons un scénario ici où on a un projet pour analyser l'impact d'une formation numérique pour 500 jeunes. Jeunes mesurer l'impact des choses. Mes exemples tournent souvent trop sur la formation, mais vous pouvez utiliser vos exemples seuls. Disons, nous avons ces scénarios ici. J'aimerais que, imaginons que vous travaillez pour Eric Services, notre entreprise qui offre des formations. Et vous avez le projet pour analyser l'impact d'une formation numérique sur 500 jeunes de Kinshasa. Selon vous, quel livrable créerez-vous? Ça sera pour qui? Quel KPI, quel indicateur clé de performance allez-vous inclure? Et quel format ou quelle fréquence allez-vous soumettre les livrables au fait? S'il y a quelqu'un, il peut intervenir. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ces quelques questions-là? Est-ce que vous êtes avec moi dans les lives? Coach, c'est Widi. Okay. Ah, ok. Monsieur Widi. Oui. D'après ma compréhension, les livrables, je dirais un dashboard. Oui. Pour voir l'impact de l'information que nous on reçoit de votre part. Je dirais on pourra faire un dashboard. Ok, un dashboard. Pour qui? Ça sera pour qui? Oui. Pour qui? Pour vous l'enseignant, les coachs. Oui, donc nos retours à nous, est-ce qu'on comprend facilement? Est-ce que la compréhension ou les timings ou les détails de la formation qu'on peut parmi le point en fait parmi les KPI, je dirais ça, les KPI, on va dire la compréhension, le temps et la pratique. Si on arrive à faire par rapport à la théorie, il y a beaucoup plus de pratiques, donc ça peut inclure aussi ça peut s'apparenter aussi à la compréhension. L'heure de la formation, les heures, les plannings, est-ce que ça correspond aussi à nous tous, à l'ensemble de tes élèves. Quel format, quelle fréquence des remises. Là par contre, je suis un peu calé. Format, fréquence des remises, j'ai pas saisi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les dashboards, là, vous serez en train de renvoyer les dashboards régulièrement. Régulièrement, voilà. Ok, d'accord. Je peux dire, après, ça dépend de la durée du projet. C'est vrai qu'un projet est temporaire, a un début et une fin. Est-ce que chaque 2 jours ou chaque semaine, fin de la semaine, pour remonter si il s'agit de si on est dans les bons par rapport à vos attendements?
Je redescends. Format, dashboard, c'est quoi? C'est en format quoi? Excel, je veux dire. C'est ça ou pas? Excel, PDF. OK. Quand ça sera, disons, un livrable, un tableau de bord, si vous mettez ça sous format PDF, ce sera un peu difficile pour vous de réactualiser. Donc, chaque fois, il faudra envoyer des nouveaux PDF. Si plutôt Oui. vous envoyez un format lien d'un tableau de bord qui est stocké sur Power BI Services ou sur tableau public, disons, là, je n'aurai qu'à actualiser. Donc, ça peut être soit un lien, ça peut être soit un PDF. C'est vous qui voyez, mais quand il y aura une fréquence qui est plus ou moins régulière, il sera mieux de mettre ça sous un lien qu'on devra actualiser. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Widi. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Question. Du coup, le parti prenant, vous êtes le seul décideur donc de Eureka. Est-ce que nous, comme on va dire, nous qui bénéficions de tes connaissances, on est considérés un peu comme des clients, c'est ça? Et que toi, tu dois améliorer peut-être la prestation pour que la compréhension soit fluide et que nous puissions aussi en parler en fait à notre entourage pour qu'il y ait plus d'apprenants. C'est ça? Est-ce que le stakeholder, ce serait vous et nous ou il y aura d'autres parties prenantes? C'est ça ma question, s'il vous plaît. Voilà. Oui, là, ça dépendra vraiment de l'organisation. La vérité, que je ne suis pas le seul sur Eureka. Il y a plusieurs autres personnes qui interviennent là. Et normalement, même comme je l'avais dit, même ceux qui subissent font partie aussi des stakeholders. OK? Et je pense avec les dashboards, ça pourrait être utile et pour les apprenants et pour les décideurs pour pouvoir évoluer. Voilà, je pense que nous allons passer à un autre point. Je vois Mounir qui dit KPI, je dirais niveau de satisfaction des apprenants. Voilà, c'est bon. Donc, ce qu'il faut retenir, un projet n'est réussi que lorsque ses livrables sont compris, utilisés et apportent une valeur réelle. Ça, c'est important. Normalement, comme je l'ai prévu, ça, je vais aller un peu vite et puis y revenir encore demain parce que comprendre vraiment comment ces méthodologies de gestion de projet fonctionnent, ça sera utile pour que chaque fois, vous sachiez quel type de méthodologie vous allez prendre, quel type de méthodologie vous allez utiliser en fonction d'un projet que vous avez. OK? Dans les quelques minutes qui restent, rapidement, parlons de méthodologie de gestion de projet. Nous avons 3 méthodologies que nous allons voir. Nous allons parler des Agile, Waterfall et Crisp DM. Donc, je vais vous donner ça juste à titre d'information et puis nous irons approfondir juste à partir de demain. Donc là, on pourrait faire la pratique sur Trello ou bien Asana et je verrai si on pourrait même parler des MS Projects demain. Commençons par la méthodologie qu'on appelle Waterfall. Water, je ne sais pas si vous comprenez le waterfall, comme on le dit en anglais. Waterfall, c'est comme sheet de l'eau, ok? Donc, nous avons comme une sheet. Mais ici, nous avons un cycle qui en veut. En fait, cette méthodologie est linéaire et séquentielle. Et donc, chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante. Comme vous pouvez le voir ici, nous devons finir cette phase avant de passer à l'autre phase. Nous finissons celle-ci avant de passer à l'autre. Et donc, cette méthodologie, comme on va les développer demain, c'est idéal
pour des projets où les besoins sont clairs et stables. Donc, il n'y a pas de modification par la suite. OK? Et les phases typiques pour sa construction, donc on doit toujours commencer par la conception et la définition de besoins comme tout projet, la planification, l'exécution, le développement, les tests et validations et enfin, on fait la livraison ou le déploiement. Par exemple, nous voulons créer un dashboard mensuel de vente. Nous allons commencer par recueillir toutes les sources de données, nettoyer et préparer les données, construire les modèles sur Power Pivot, et puis créer des dashboards sur Power BI ou Tableau, et enfin présenter et valider auprès du manager. Les problèmes avec cette méthodologie de Waterfall est que il est au fait difficile d'adapter en cours de route. Donc, modifier des choses par la suite, c'est un peu difficile. Et c'est peu adapté au projet avec des besoins qui changent. Mais sa force est que c'est très structuré et clair, facile à planifier, à suivre, et on a une bonne traçabilité. Demain, nous parlerons encore d'une autre méthodologie qu'on appelle Agile. Cette méthodologie, en fait, elle est très utilisée dans la tech. Tout ce qu'il y a comme technologie, que ce soit dans des entreprises de développement logiciel, la plupart utilisent la méthodologie agile. Et comme vous pouvez même l'entendre dans ce mot agile, donc c'est itératif, c'est flexible en fait. Et ici, on va avancer par sprint, des courtes périodes de travail, et on va ajuster en continu selon le feedback qu'on reçoit. Et donc, il est idéal pour le projet qui évolue ou qui sont complexes. Son principe est qu'on a des livrables qui sont fréquents et utilisables rapidement. Les feedbacks est régulier, doit être régulier entre les parties prenantes et on doit vraiment avoir une adaptation continue au changement. Et comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple que je vous ai donné, disons, on veut créer un dashboard qui évolue pour le service de marketing. On va diviser notre projet en sprints. OK? Les premiers sprints, on va faire le dashboard sur les ventes par région. Lorsque c'est validé, on va passer au deuxième sprint où on va ajouter les indicateurs clés de performance de produits. Lorsque cela est validé, on va passer à l'ajout des prévisions et des alertes. Donc, c'est un projet qu'on fait au fur et à mesure, on valide, on teste, on évolue. On valide, on teste, on évolue. OK? Sa force, c'est qu'il est flexible et adaptable. C'est pourquoi même on l'appelle méthode agile. Ça favorise l'implication des parties prenantes et ça réduit les risques de produire un livrable qui est inutile. Là, on se rassure qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, on évolue sur la même longueur d'onde. Sa limite ou bien ses limites est qu'on a moins de traçabilité formelle et ça peut générer des changements qui sont fréquents et déroutants si c'est mal encadré. Et la dernière méthodologie que nous allons voir, c'est CRISP-DM. Les CRISP-DM, c'est juste une abréviation de Cross Industry Standard Process for Data Mining. OK? Cette méthodologie, en fait, est spécifique pour des projets data. Tout ce qui est data analyse, machine learning, data mining, on utilise très souvent ça. Bien que c'est un peu complexe, mais on aura vraiment à démystifier ça et comprendre. Et il suit un cycle en 6 étapes qui sont itératives et s'orienter résultat et valeur business. Désolé, je dis orienté objet, je fais référence à la programmation orientée objet. Voilà. Alors, on a 6 étapes ici. On va commencer par comprendre le business, qu'on appelle en anglais business understanding. On comprend le business, on définit le problème. Quel est le problème qu'on veut résoudre? Et puis après, on va faire la compréhension des données ou bien data understanding. Quelle est la qualité et la disponibilité des données? Si ce n'est pas compris, on retourne encore ici pour comprendre vraiment les besoins. Et lorsque c'est bien compris, là alors on va
passer à la préparation des données. Donc, tout ce qui est nettoyage et transformation. Et une fois c'est fait, on passe à la modélisation. Donc, on va faire des analyses statistiques, soit du machine learning, soit de la modélisation. Sinon, on va encore retourner à la préparation des données. Et lorsque cette phase est validée, alors on va passer à l'évaluation. Et là, on va juste vérifier que les résultats répondent aux besoins initiaux. Et si c'est le cas, on passe au déploiement. On va livrer les insights ou le modèle aux utilisateurs. Dans les cas contraires, on va encore repasser à comprendre vraiment c'était quoi le problème. Est-ce que on a bien résolu? Donc, vous voyez que c'est juste un cycle et on évolue de cette façon. Ça, on essaiera de voir pratiquement comment utiliser cette méthodologie. Imaginez que vous voulez, par exemple, prédire les ventes mensuelles. En utilisant cette méthodologie des CRISP-DM, vous allez commencer par comprendre, faire la compréhension business. OK. Qu'est-ce qu'on veut? On veut exactement. On veut augmenter les ventes ou réduire les stocks invendus. La deuxième chose, la compréhension des données. Vous devez ici analyser les ventes passées, données produits et les données du produit et des clients. Et après, on va faire la préparation, donc nettoyage des données avec Power Query, c'est qu'on va utiliser, ou Pandas si on a voulu utiliser Python. On va faire la modélisation, l'évaluation et enfin, on passera sur les déploiements. Sa force est qu'il est spécifique, comme je le disais tantôt, au projet data. Il est itératif et adaptable et aussi, ça se concentre sur la valeur du business. C'est limité que ça peut sembler un peu complexe pour ceux qui débutent et ça nécessite au fait une compréhension claire du business et des données. On essaie encore d'y revenir demain pour pouvoir rendre les choses vraiment claires. Si on essaie de comparer toutes ces méthodologies, que ce soit Waterfall, Agile ou bien CRISP-DM, ici, pour le Waterfall, c'est séquentiel. Donc, on finit une phase avant de passer à l'autre, alors que Agile, c'est itératif. Hein? Vous aviez vu que c'était itératif. Et ici, c'est itératif, mais plus orienté data, orienté données. Ici, pour le Waterfall, la flexibilité est faible, alors que pour Agile et CRISP-DM, la flexibilité est élevée. La méthodologie Waterfall est idéale pour des projets avec des besoins qui sont fixes. Agile, c'est idéal pour des projets qui sont complexes et évolutifs. Et CRISP-DM, c'est idéal pour des projets d'analyse des données et du machine learning. Bien que ça soit un peu complexe, on essaiera de démystifier ça à partir de demain. Et puis, j'ai dit, comme je l'ai dit, nous allons commencer à pratiquer, utiliser même des outils pour voir concrètement comment ça se passe. Et les amis qui ont suggéré qu'on apprenne à faire les cahiers des charges, je sais que si vous tapez sur ChatGPT, vous aurez à voir comment ça se fait, mais pratiquement, on aura aussi à les faire ici. Voilà. Il y avait un exercice que j'ai prévu ici pour savoir quelle méthodologie que vous allez utiliser. Imaginez que vous voulez créer un rapport mensuel pour les DG avec les données stables. Là, j'ai dit quand on a des données qui sont stables ou bien séquentielles, on va utiliser la méthodologie Waterfall. Si vous avez un scénario, par exemple, pour construire un dashboard qui sera évolutif pour le marketing avec des retours fréquents, on va utiliser la méthodologie Agile dans la gestion de ces projets. Et scénario 3, quand nous avons un projet de prédiction de vente avec des données multiples et un peu complexes, on va utiliser la dernière méthodologie ici, CRISP-DM. Et voilà ce que vous devez retenir aujourd'hui est que choisir la bonne méthodologie, c'est comme choisir les bons outils pour un travail. Sans méthodologie adaptée,
vos livrables, votre projet risque de perdre de la valeur. Et donc, avec une bonne méthodologie, vous assurez la clarté, l'efficacité et l'impact dans votre projet. Déjà, demain, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à chaque méthodologie. Et c'est la fin pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions. Je vais prendre vos retours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Widi. Juste demander si possible d'avoir le fichier PDF comme pour la leçon d'hier pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, je vous enverrai ça. En fait, c'est normalement ce que nous avions fait. Oui, monsieur Widi, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui, j'ai dit c'est le même slide que j'ai. Allô? J'ai dit que c'est le même slide que j'ai utilisé hier, sauf que j'ai... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là maintenant je vous entends. Je vous entends maintenant. Le slide hier avait 26 pages, me semble-t-il. Ok. C'est le même slide d'hier que j'ai utilisé, mais j'ai ajouté d'autres slides à peu près hier, 30 29. slides. Oui. J'ai ajouté à peu près... bon, c'était 29, là déjà c'est 57. Donc, je vous mettrai tout en description de la vidéo pour ceux qui vont me suivre sur YouTube. Et je vais vous partager ça dans les chats juste après ces lives. Voilà, donc vous allez juste voir, ça sera le même presque au début, mais à partir du slide, je pense, du slide 30, c'est là où commence ce qui a été fait aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Y a-t-il une autre question, une autre préoccupation? Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres préoccupations. S'il y a des préoccupations, veuillez écrire dans le groupe. Si vous n'êtes pas dans le groupe et que vous nous suivez sur YouTube, regardez en description de la vidéo, vous allez voir les liens pour rejoindre des groupes. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous pour demain. C'est fait encore un plaisir de vous partager quelque chose sur la gestion de projet data. Déjà, demain, on va commencer à aller plus en profondeur sur chaque méthodologie. On se donne mon rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente soirée, excellent moment. Au revoir et à plus. Merci pareillement, à demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à plus. On n'a pas le vidéo.